Chapitre 3. Quel pouvait être son nom? La patronne ne me l'avait pas révélé. Pour parler d'elle, elle se contentait de dire la petite, et moi je l'avais ainsi baptisée la petite, comme l'une des caravelles de Colomb. De plus, je savais que Rosa Cabarca donnait à ses pensionnaires un prénom différent selon chaque client. Je m'amusais à les deviner à leur visage, et depuis le début j'étais certain que la petite avait un long prénom. Philomena, Saturnina ou Nicolassa. J'en étais à ces réflexions quand elle s'est tournée sur le côté, le dos vers moi, et j'ai cru voir une mare de sang de la taille et de la forme de son corps. J'ai sursauté pour constater aussitôt que c'était la marque de sa sueur sur le drap. Rosa Cabarca m'avait recommandé de la traiter avec délicatesse, car la peur de la première fois ne l'avait pas quittée. Je crois que c'était la solennité même du rite qui avait accru sa frayeur, et on avait dû augmenter la dose de valériane, car elle dormait d'un sommeil si paisible qu'il eût été dommage de la réveiller. Si bien que j'ai pris une serviette pour la sécher tout en lui murmurant à l'oreille la chanson de Delgadina, la fille cadette du roi, adulée par son père. À mesure que je l'essuyais, la courbe de ses hanches inondées de sueur se balançait au rythme de mon chant. Delgadina, Delgadina, mon bijou adoré. Ce fut un plaisir sans limite, car à peine avais-je séché un côté qu'elle transpirait à nouveau de l'autre, afin que la chanson ne s'achève jamais. Lève-toi, Delgadina, mets ta robe de soie, lui murmurai-je à l'oreille. À la fin, quand les domestiques du roi la trouvent morte de soif dans son lit, j'ai cru que ma petite s'était presque éveillée en entendant le nom. Ainsi c'était elle, Delgadina. Je suis revenu sur le lit vêtu de mon caleçon estampillé de baisers et me suis allongé à côté d'elle. J'ai dormi jusqu'à 5 heures, bercé par son souffle paisible. Puis je me suis habillé en toute hâte sans me laver, et c'est alors que j'ai vu la phrase écrite au rouge à lèvres sur le miroir du lavabo. Le tigre ne mange pas loin. Je savais qu'elle n'y était pas la veille au soir et que personne n'avait pu entrer dans la chambre, si bien que je l'ai interprété comme le cadeau du diable. Un coup de tonnerre épouvantable m'a surpris sur le pas de la porte, et la chambre s'est remplie d'une odeur annonciatrice de terre mouillée. Je n'ai pas eu le temps de filer indemne. Avant que j'aie trouvé un taxi, une averse diluvienne s'est abattue, de celles qui mettent la ville sans dessus-dessous entre mai et octobre, car les rues de sable brûlant qui descendent vers le fleuve se transforment alors en torrents qui emportent tout sur leur passage. Après 3 mois de sécheresse, les pluies de ce septembre insolite pouvaient être aussi providentielles que dévastatrices. En ouvrant la porte de chez moi, j'ai eu la sensation physique de ne pas être seul. J'ai entreaperçu le spectre du chat qui sautait du canapé et s'enfuyait par le balcon. Dans sa gamelle, il y avait les restes d'un repas que je ne lui avais pas donné. La puanteur de son urine rance et de ses déjections chaudes avait tout envahi. Pourtant, j'avais étudié le manuel avec autant de soin que j'avais étudié le latin. Il y était écrit que les chats grattent la terre pour y enfouir leurs excréments, et que dans les maisons dépourvues de jardin, comme celle-ci, ils font leurs besoins dans les pots de plantes vertes, ou dans un recoin quelconque. Il convenait de préparer dès le premier jour une caisse avec du sable pour les éduquer, recommandation que j'avais observée. Il était écrit aussi que dans une nouvelle maison, la première chose qu'ils font est de marquer leur territoire en urinant partout, ce qui devait être le cas, mais le manuel ne disait pas comment y remédier. J'ai suivi ces traces pour me familiariser avec ses habitudes naturelles, mais je n'ai trouvé ni cachette, ni les endroits où il dormait, ni la cause de ses sautes d'humeur. J'ai voulu lui apprendre à manger à heure fixe, à utiliser la litière, à ne pas monter sur mon lit pendant que je dormais, ni à flairer les aliments sur la table, sans parvenir pour autant à lui faire comprendre qu'il s'agissait de sa maison et non d'un butin de guerre. Si bien que je l'ai laissé aller et venir à sa guise. À la fin de l'après-midi, il tombait des cordes, et les rafales d'ouragan menaçaient de démanteler la maison. J'ai éternué plusieurs fois à la suite, j'avais mal au crâne, de la fièvre. Mais je me sentais possédé par une force et une détermination que je n'avais jamais connues à aucune époque de ma vie, ni pour aucun motif. J'ai posé des bassines sur le sol pour recueillir l'eau qui ruisselait des fissures, et j'ai découvert des lézardes qui n'étaient pas là l'hiver précédent. La plus grande avait commencé à inonder le côté droit de la bibliothèque. Je me suis dépêché de porter secours aux auteurs grecs et latins qui vivaient dans les parages, mais comme j'enlevais les livres,
Un jet puissant a giclé d'un tuyau crevé à l'autre bout du mur. Je l'ai bouché comme j'ai pu avec des chiffons afin de me donner le temps de mettre les ouvrages à l'abri. Dans le parc, le vacarme des trombes d'eau et les hurlements du vent ont redoublé de violence. Tout à coup, un éclair fantomatique accompagné d'un coup de tonnerre a imprégné l'air d'une forte odeur de soufre. Les fenêtres du balcon ont volé en éclats, et l'effroyable bourrasque venue de la mer a fait sauter les serrures et s'est engouffrée dans la maison. Pourtant, moins de 10 minutes plus tard, le ciel s'est tout à coup éclairci. Un soleil splendide a séché les rues jonchées de décombres et la chaleur est revenue. Une fois la tempête passée, j'avais toujours la sensation de ne pas être seul dans la maison. Mon unique explication est que de même qu'on oublie des événements réels, certains qui n'ont jamais existé peuvent demeurer dans la mémoire comme s'ils avaient eu lieu. Car lorsque je me remémorais cet orage soudain, je ne me voyais pas seul dans la maison, mais en compagnie de Delgadina. Elle avait été si près de moi cette nuit-là que j'avais senti le bruissement de son souffle dans la chambre et les frémissements de sa joue sur l'oreiller. Alors j'ai compris pourquoi nous avions fait tant de choses en si peu de temps. Quand je me voyais monter sur l'escabeau de la bibliothèque, je la voyais éveillée dans sa robe à fleurs, tendant les mains pour prendre les livres et les mettre à l'abri. Je la voyais courir d'un endroit à l'autre, luttant contre la tempête, trempée par la pluie, de l'eau jusqu'aux chevilles. Je me souvenais que le lendemain, elle avait préparé un petit déjeuner qui n'avait pas existé, et mis la table pendant que j'essuyais les sols et remettais de l'ordre après le naufrage de la maison. Il m'était impossible d'oublier son regard sombre tandis que nous prenions le petit déjeuner. « Pourquoi vous ai-je connu aussi vieux ?» Je lui répondais la vérité. On n'a pas l'âge que l'on paraît, mais celui que l'on sent. Depuis lors, elle a été présente dans mon esprit, avec une telle netteté que je faisais d'elle ce que je voulais. Je changeais la couleur de ses yeux selon mes états d'âme, couleur d'eau au réveil, couleur d'ambre quand elle riait, couleur de feu quand je la contrariais. Je l'habillais selon l'âge et la condition qui convenaient à mes changements d'humeur. Novice et namourée à 20 ans, pute de luxe à 40, reine de Babylone à 60, sainte à 100 ans. Nous chantions des duos d'amour de Puccini, des boléros d'Agustín Lara, des tangos de Carlos Gardel, et nous constations une fois de plus que celui qui n'a jamais chanté ne peut savoir ce qu'est le plaisir du chant. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas une hallucination, mais plutôt un miracle du premier amour de ma vie à 90 ans. Lorsque la maison a été rangée, j'ai appelé Rosa Cabarca. « Seigneur Dieu !» s'est-elle écriée en entendant ma voix. « J'ai cru que tu t'étais noyé !» Elle ne pouvait pas comprendre que j'ai passé une autre nuit avec la petite sans la toucher. « Tu peux très bien ne pas la trouver à ton goût, mais au moins comporte-toi en adulte. » J'ai tenté une explication, mais de but en blanc, elle a changé de sujet. De toute façon, j'en ai repéré une un peu plus âgée, belle et vierge aussi. Son papa veut l'échanger contre une maison, mais on peut toujours marchander. J'en ai eu le cœur glacé. Il ne manquerait plus que ça, ai-je protesté, effrayé. Je veux la même, et comme toujours, sans histoire, sans dispute, sans mauvais souvenir. À l'autre bout du fil, il y eut un silence, et enfin la voix résignée qui disait comme pour elle-même. Bon, ce doit être ce que les médecins appellent de la démence sénile. À 10 heures du soir, je me suis fait conduire par un chauffeur connu pour posséder l'étonnante qualité de ne pas poser de questions. J'ai apporté un ventilateur, un tableau d'Orlando de Rivera, le cher Figurita, ainsi qu'un marteau et un clou pour l'accrocher. En chemin, je me suis arrêté pour acheter des brosses à dents, du dentifrice, du savon parfumé, de l'eau de Floride, des bâtons de réglisse. J'ai voulu prendre aussi un joli vase et un bouquet de roses jaunes pour conjurer la trivialité des fleurs artificielles. Mais il n'y avait rien d'ouvert et j'ai dû voler dans un jardin une brassée d'astromélia à peine éclose. Sur la recommandation de la patronne, je suis entré par la rue de derrière, du côté de l'aqueduc, afin que personne ne me voie franchir le portail du jardin. Le chauffeur m'a prévenu. « Attention, grand-père, dans cette maison on assassine. »« Si c'est par amour, peu importe, ai-je répondu. La cour était plongée dans le noir, mais aux fenêtres les lumières étincelaient de vie, et des flonflons s'échappaient des 6 chambres. Venant de la mienne, où le volume était plus fort, j'ai reconnu la voix de Don Pedro Vargas, le ténor de l'Amérique, qui chantait un boléro de Miguel Matamoros. J'ai cru mourir. La respiration pantelante
J'ai poussé la porte et j'ai vu Delgadina sur le lit, pareil à mes souvenirs, nue et dormant comme un ange sur le côté du cœur. Avant de me coucher, j'ai rangé la table de toilette, remplacé le vieux ventilateur rouillé par le neuf, accroché le tableau pour qu'elle puisse le voir du lit. Je me suis allongé à côté d'elle et je l'ai reconnue pouce par pouce. C'était bien la même qui déambulait dans la maison, les mêmes mains qui m'identifiaient au toucher dans le noir, les mêmes pieds qui glissaient à pas feutrés, se confondant avec ceux du chat, la même odeur de transpiration que sur mes draps et le même dé au même doigt. C'était incroyable. En la voyant en chair et en os et en la touchant, elle me semblait moins réelle que dans mes souvenirs. « Il y a un tableau sur le mur d'en face, lui ai-je dit. Il est signé Figurita, un homme que j'aimais beaucoup, le meilleur danseur de bordel qui ait jamais existé, avec un cœur si grand qu'il avait pitié du diable. Il l'a peint avec du vernis à bateau, sur la tôle calcinée d'un avion qui s'est écrasé dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en se servant de pinceaux fabriqués avec les poils de son chien. La femme représentée est une nonne qu'il avait enlevée du couvent et épousée. Je le laisse là pour que ce soit la première chose que tu verras en te réveillant. » À 1 heure du matin, quand j'ai éteint la lumière, elle n'avait pas changé de position, et sa respiration était si légère que je lui ai pris le pouls afin de m'assurer qu'elle était vivante. Le sang circulait dans ses veines avec la fluidité d'une chanson qui se ramifiait jusque dans les recoins les plus secrets de son corps et remontait vers son cœur, purifié par l'amour. À l'aube, avant de m'en aller, j'ai dessiné les lignes de sa main sur un morceau de papier et je les ai données à lire à la diva Sahibi pour connaître son âme. Voici ce qu'elle a lu. Une personne qui ne dit que ce qu'elle pense, parfaite pour les travaux manuels, en relation avec quelqu'un qui est déjà mort et dont elle attend de l'aide. Mais elle se trompe. L'aide qu'elle recherche est à la portée de sa main. Elle ne s'est encore unie à personne, mais elle mourra âgée et mariée. En ce moment, il y a un homme brun qui ne sera pas celui de sa vie. Elle pourrait avoir 8 enfants, mais décidera de n'en avoir que 3. À 35 ans, si elle fait ce que lui dicte son cœur et non sa tête, elle aura beaucoup d'argent, et à 40, elle héritera. Elle voyagera beaucoup. Elle a une double vie et le double de chance, et elle peut influencer son propre destin. Elle aime goûter à tout, par curiosité, mais si elle n'écoute pas son cœur, elle le regrettera. En proie au tourment de l'amour, j'ai fait réparer les dégâts causés par la bourrasque, et j'en ai profité pour retaper plein de choses détériorées depuis des années à cause de mon indécision ou de ma négligence. J'ai réorganisé la bibliothèque selon l'ordre où j'avais lu les livres. Enfin, j'ai vendu le pianola et sa centaine de rouleaux de musique classique comme une relique historique, et j'ai acheté un tourne-disque d'occasion en meilleur état que le mien, avec des haut-parleurs haute fidélité qui ont agrandi l'espace de la maison. Le miracle d'être en vie à mon âge compensait la ruine au bord de laquelle je me trouvais. La maison renaissait de ses cendres, et je voguais dans l'amour de Delgadina avec une exaltation et un bonheur que je n'avais jamais connus dans ma vie antérieure. Grâce à elle, j'ai affronté pour la première fois mon être véritable, tandis que s'écoulait ma 90e année. J'ai découvert que mon besoin obsessionnel de savoir que chaque chose est à sa place, chaque affaire traitée en son temps, chaque mot conforme à un style, n'était pas la juste récompense d'un esprit méthodique, mais au contraire, un système de simulation inventé pour cacher mon naturel désordonné. J'ai découvert que ma discipline n'est pas une vertu, mais une réaction contre ma négligence, que ma générosité apparente cache ma mesquinerie, que je suis trop prudent parce que je suis mal pensant, conciliateur pour ne pas succomber à mes colères rentrées, ponctuel pour qu'on ne sache pas à quel point le temps des autres m'est indifférent. Enfin, j'ai découvert que l'amour n'est pas une inclination de l'âme, mais un signe du zodiaque. Je suis devenu un autre. J'ai essayé de relire les classiques qui m'avaient guidé pendant l'adolescence, et je n'ai pas pu. Je me suis plongé dans la littérature romantique que j'avais rejetée quand ma mère avait voulu me l'imposer par la contrainte, et grâce à elle, j'ai pris conscience que la force invincible qui mène le monde, ce ne sont pas les amours heureuses, mais les amours contrariés. Quand la crise a gagné mes goûts musicaux, je me suis découvert vieux et ringard, et j'ai ouvert mon cœur aux délices du hasard. Je me demande comment j'ai pu succomber à ce vertige perpétuel que je provoquais et redoutais à la fois. Je flottais sur des nuages erratiques, et je me parlais à moi-même devant la glace,
dans l'illusion vaine de découvrir qui je suis. Mon égarement était tel que, lors d'une manifestation d'étudiants, où pierres et bouteilles ont volé, j'ai dû me faire violence pour ne pas marcher en tête du cortège avec une pancarte proclamant cette vérité: je suis fou d'amour. Obnubilé par l'évocation inclémente de Delgadina endormie, j'ai changé sans aucune arrière-pensée l'esprit de mes chroniques dominicales. Quel que fût le sujet, je les écrivais pour elle. Pour elle, je riais et je pleurais de ce que j'écrivais, et ma vie tout entière s'en allait dans chaque mot. Au lieu de les rédiger sous forme de billets traditionnels comme je l'avais toujours fait, j'ai écrit des lettres d'amour que chacun pouvait reprendre à son compte. J'ai proposé au journal que le texte ne soit pas composé sur la linotype, mais que l'on reproduise mon écriture fleurie. Le rédacteur en chef, il fallait s'y attendre, l'a pris pour un excès de vanité sénile. Mais le directeur l'a convaincu d'accepter, avec cette phrase qui circule encore dans toute la rédaction. Ne vous y trompez pas, les doudingues sont en avance sur leur temps. La réponse est venue, immédiate et enthousiaste, dans le courrier de nombreux lecteurs amoureux. On en lisait certaines à la radio comme des nouvelles de dernière minute. On les renéotait ou les copiait au papier carbone, et elles se vendaient aussi bien que des cigarettes de contrebande au carrefour de la rue San Blas. Dès le début, j'ai su que ces lettres correspondaient à mon désir de m'exprimer, et j'ai pris l'habitude d'en tenir compte en les écrivant toujours du point de vue d'un homme de 90 ans qui n'a pas appris à penser comme un vieux. Le milieu intellectuel, comme de bien entendu, s'est montré timoré et partagé, et les graphologues les plus extravagants ont organisé des controverses autour d'analyses approximatives de ma calligraphie. Ce sont eux qui ont divisé les esprits, enflammé la polémique et mis la nostalgie à la mode. Avant la fin de l'année, je m'étais arrangé avec Rosa Cabarca pour laisser dans la chambre l'éventail électrique, les objets de toilette, et ce que j'apporterai à l'avenir pour la rendre habitable. J'arrivais à 10 heures, toujours avec une surprise pour elle, ou pour notre plaisir à tous deux, et je consacrais quelques minutes à sortir l'attirail caché afin de régler la mise en scène de nos nuits. Avant de partir, jamais après 5 heures, je remettais le tout sous clé. La chambre était alors aussi nue qu'à son origine, au temps où elle abritait les amours tristes des clients de passage. Un jour, j'ai appris que Marco Pérez, l'animateur le plus écouté des émissions du matin, avait décidé de lire ma chronique dominicale aux informations du lundi. Lorsque la nausée s'est dissipée, j'ai dit très ému: « Tu sais, Delgadina, la célébrité est une très grosse dame qui ne dort pas à nos côtés, mais quand on se réveille, on la trouve toujours en train de vous regarder au pied du lit. » Un jour, je suis resté prendre le petit déjeuner avec Rosa Cabarca, qui me semblait moins décatie, malgré ses vêtements de deuil et son bonnet noir qui lui cachait les sourcils. Ces petits déjeuners, réputés pour être splendides, étaient si pimentés qu'ils me faisaient pleurer. À la première bouchée de ce feu ardent, je lui ai dit, les yeux remplis de larmes: « Ce soir, je n'aurai pas besoin de la pleine lune pour que le cul me brûle. »« Ne te plains pas, a-t-elle répliqué. S'il te brûle, c'est parce qu'il est encore là, grâce au ciel. » Elle s'est montrée surprise quand j'ai prononcé le nom de Delgadina. « Elle ne s'appelle pas comme ça, a-t-elle dit. Elle s'appelle... »« Ne le dis pas, l'ai-je interrompu. Pour moi, c'est Delgadina. » Elle a haussé les épaules. « Bon, après tout, elle est à toi. Mais on dirait un nom de diurétique. » Je lui ai parlé de la phrase sur le tigre que la petite avait écrite sur le miroir. « Ce ne peut pas être elle, a précisé Rosa. Elle ne sait ni lire ni écrire. »« Qui alors ?» Elle a de nouveau haussé les épaules. « Peut-être quelqu'un qui est mort dans la chambre ?» Je profitais de ces petits déjeuners pour faire des confidences à Rosa Cabarca et lui demander de menus services pour le bien-être et le plaisir des yeux de Delgadina. Elle me les accordait volontiers avec une malice de collégienne. « C'est trop drôle, m'a-t-elle dit un jour. J'ai l'impression que tu me demandes sa main. »« À ce propos, j'y pense. Pourquoi ne l'épouses-tu pas ?» Je suis resté estomaqué. « Je plaisante pas. Ça te reviendrait moins cher. Au bout du compte, le problème à ton âge se résume à pouvoir ou ne pas pouvoir s'en servir, mais tu m'as dit que tu l'avais résolu. » Je l'ai arrêté net. « Le sexe, c'est la consolation quand l'amour ne suffit pas. » Elle a éclaté de rire. « Ah, mon pauvre vieux, je sais que tu es un homme. Tu l'as toujours été d'ailleurs. Et ça me fait plaisir que tu continues à l'être alors que tes ennemis rendent les armes. Je comprends pourquoi tu défrayes la chronique. Tu as entendu Marco Pérez ? » Comme tout le monde, lui ai-je répondu, pour couper court. «
Mais elle a insisté. Le professeur Camacho Icano aussi. Hier, à la Hora de Todo un Poco. Il a dit que le monde n'est plus ce qu'il était parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes comme toi. À la fin de la semaine, Delgadina avait de la fièvre et toussait. J'ai réveillé Rosa Cabarca pour qu'elle me donne un quelconque remède, et elle m'a apporté dans la chambre une trousse de premier secours. 2 jours plus tard, Delgadina était toujours prostrée et n'avait pu retourner à l'atelier coudre ses boutons. Le médecin lui a prescrit des médicaments pour une grippe banale qui ne devait pas durer plus d'1 semaine, mais il s'est inquiété de son état de dénutrition. J'ai cessé de la voir et, comme elle me manquait, j'en ai profité pour arranger la chambre en son absence. J'ai apporté un dessin à la plume que Cecilia Porras avait réalisé pour le recueil des nouvelles d'Alvaro Cepeda, Todos estábamos en la espera. Pour meubler mes nuits, j'ai pris les 6 tomes de Jean-Christophe de Romain Rolland. Si bien que lorsque Delgadina a pu revenir dans la chambre, elle l'a trouvé digne d'un bonheur sédentaire. L'air purifié avec un insecticide aromatisé, des murs roses, des lampes tamisées, des fleurs fraîches dans le vase, mes livres préférés, les beaux tableaux de ma mère accrochés de manière nouvelle, au goût du jour. J'avais changé le vieux poste de radio contre un autre à ondes courtes, branché en permanence sur un programme de musique classique, afin que Delgadina apprenne à dormir avec les quatuors de Mozart. Mais un soir, je l'ai trouvé branché sur une station spécialisée en boléro à la mode. C'était son goût, sans aucun doute, et je l'ai accepté sans douleur, car moi aussi je l'avais cultivé avec passion dans mes belles années. Le lendemain, avant de rentrer chez moi, j'ai écrit au rouge à lèvres sur le miroir « Ma petite, nous sommes seuls au monde ». À peu près à la même époque, j'ai eu un jour l'impression étrange qu'elle devenait adulte avant l'heure. J'en ai fait part à Rosa Cabarca, et cela lui a semblé normal. « Elle aura 15 ans le 5 décembre, m'a-t-elle dit. Une Sagittaire parfaite. » J'ai frissonné à l'idée qu'elle était réelle au point d'avoir un anniversaire. « Que puis-je lui offrir ?»« Une bicyclette, m'a répondu Rosa Cabarca. Elle doit traverser la ville 2 fois par jour pour aller coudre ses boutons. » Elle m'a montré dans la remise la bicyclette qu'elle utilisait, et il est vrai qu'elle m'a fait l'effet d'un tas de ferraille indigne d'une femme tant aimée. Cependant, elle m'a ému parce que c'était la preuve tangible de l'existence de Delgadina dans la vie réelle. Lorsque je suis allé acheter la plus belle des bicyclettes, je n'ai pu résister à la tentation de l'essayer, et j'ai fait quelques tours devant l'entrée du magasin. Au vendeur qui me demandait mon âge, j'ai répondu avec la coquetterie de la vieillesse « Je vais avoir 91 ans ». Le vendeur m'a dit ce que je voulais entendre. « On vous en donnerait 20 de moins ». Je n'en revenais pas moi-même de n'avoir rien oublié depuis le collège, et j'ai été envahi d'un plaisir sans pareil. Je me suis mis à chanter, d'abord pour moi seul, tout bas, puis à plein poumon en me donnant des airs de Caruso, au milieu des échoppes bigarrées et de la circulation démente du marché. Les gens me regardaient amusés, m'apostrophaient, m'incitaient à participer au Tour de Colombie en fauteuil roulant. Moi, je leur adressais de la main un salut de pilote heureux sans interrompre ma chanson. Cette semaine-là, en hommage au mois de décembre, j'ai écrit une chronique audacieuse. Comment être heureux à bicyclette quand on a 90 ans ? Le soir de mon anniversaire, j'ai chanté à Delgadina la chanson tout entière et j'ai couvert son corps de baisers jusqu'à ne plus avoir de souffle. Chaque vertèbre une à une jusqu'aux fesses langoureuses, la hanche avec le grain de beauté, le côté de son cœur inépuisable. Plus je l'embrassais, plus son corps devenait chaud et exhalait une fragrance sauvage. Chaque millimètre de sa peau me répondait par de nouvelles vibrations et m'offrait une chaleur singulière, une saveur distincte, un soupir inconnu, tandis que de tout son être montait un arpège et que ses tétons s'ouvraient comme des fleurs sans même que je les touche. Au petit matin, alors que je glissais dans le sommeil, j'ai entendu comme une rumeur de foule venant de la mer et un affolement dans les arbres qui m'ont transpercé le cœur. Delgadina, ma bien-aimée, les brises de Noël sont arrivées. Les mois que j'avais ressentis un matin comme celui-là en sortant de l'école fait partie de mes plus beaux souvenirs. Qu'est-ce qui m'arrive ? Étonnée, la maîtresse m'avait dit « Ah, mon garçon, tu ne vois pas que ce sont les brises ?» 80 ans plus tard, il s'est de nouveau emparé de moi, alors que je m'éveillais dans le lit de Delgadina.
car c'était ce même mois de décembre qui revenait, ponctuel, avec son ciel diaphane, ses tempêtes de sable, ses tourbillons qui arrachaient le toit des maisons et soulevaient les jupes des écolières dans les rues. La ville avait alors une résonance fantomatique. Le soir, quand les brises se mettaient à souffler, des quartiers les plus hauts, on pouvait entendre les cris du marché comme s'ils venaient de la rue d'à côté. Et il n'était pas rare que les rafales de décembre permettent de retrouver au son de leur voix les amis éparpillés dans des bordels lointains. Cependant, avec les brises est arrivée aussi la mauvaise nouvelle que Delgadina fêterait Noël en famille, et non avec moi. S'il est une chose que je déteste en ce monde, c'est bien les fêtes obligatoires où les gens pleurent parce qu'ils sont joyeux. Les feux d'artifice, les chants de Noël, les guirlandes de papier crépon qui n'ont rien à voir avec un enfant né 2000 ans auparavant dans une étable misérable. Quand le soir est arrivé, je n'ai pu me soustraire à la nostalgie et je suis allé dans la chambre où elle n'était pas. J'ai bien dormi et me suis réveillé près d'un ours en peluche qui marchait sur deux pattes comme un ours polaire et d'une carte qui disait « Pour mon vilain papa ». Rosa Cabarca m'avait dit que Delgadina apprenait à lire grâce à mes leçons écrites sur le miroir, et son écriture m'a paru admirable. Mais quelle n'a pas été ma déception quand Rosa Cabarca m'a avoué que l'ours, c'était elle. Le soir du Nouvel An, je suis resté chez moi. Je me suis couché à 8 heures et j'ai dormi sans amertume. À 12 coups de minuit, entre les battements impétueux des cloches, les sirènes des usines, celles des pompiers, les complaintes des bateaux, les pétards et les fusées, mon cœur s'est empli de joie en sentant Delgadina entrer sur la pointe des pieds, se coucher à mes côtés et me donner un baiser, si réel qu'un goût de réglisse est resté sur mes lèvres.